Alors donc, si vous regardez, on travaille sur l'article, enfin, le document sur la gestion du temps que Kyle a commencé à vous présenter la semaine dernière, au dernier cours. Alors là, on veut revenir sur deux concepts qui étaient dans ce document-là. Il y avait le concept de comment est-ce qu'on est capable de partager un travail, une transformation, par exemple, un déplacement au travers de tous les frames et de régulariser ce déplacement-là. Alors donc, ici, on a parlé de temps réel. Alors ici, on a une vision des choses que je présente. Là, c'est vraiment le Move Component. Ici, c'est une très bonne façon de le faire. C'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser le décalage entre deux frames, qui est une variable. Finalement, ce n'est pas quelque chose qui est réellement fixe. C'est impossible. Et on va s'assurer d'utiliser ce décalage-là pour dire, je vais en une seconde me déplacer, faire une translation de 60 sur l'axe des X. Et ici, le time.delta_time va me permettre de justement m'assurer que je vais me déplacer du temps qui s'est écoulé depuis le dernier déplacement. Et au total, cela me donnera une seconde au bout d'une seconde. Bon. Alors ça, pour tout ce qui est transformation, par exemple, pour tout traitement, toute manipulation d'informations qui doit se faire de façon continue, frame après frame, c'est la meilleure façon de procéder. Bon. D'un autre côté, lorsqu'on a dans un moteur de jeu ou de simulation, il y a des choses qu'on ne souhaite pas faire à chaque frame parce que ça n'aurait aucun sens de les faire. Je m'explique. Par exemple, vous avez un jeu où il y a un personnage non-joueur, donc une intelligence artificielle, qui doit tenter de regarder, par exemple, un chemin, faire du pathfinding, ou encore de vérifier autour de lui s'il n'y a pas un autre joueur. Bon, ça, il n'a pas besoin de le faire 60 fois par seconde ou 120 fois par seconde. Il doit le faire régulièrement, mais étant donné que ça peut être des opérations qui peuvent être très lourdes pour le système, on va souhaiter les faire de temps en temps. Alors, par exemple, une fois par seconde, ou 4 fois par seconde, ou 10 fois par seconde, etc. On va souhaiter les faire de temps en temps dans un frame. Alors, ça aussi, c'est une notion de temps réel. En fait, un puriste vous dirait que le temps réel, c'est toute action faite à un écart de temps fixe. Alors, moi, on me souvient d'un exemple qu'un prof m'avait donné. Il m'a dit, si ton programme va regarder un capteur une fois toutes les heures, c'est du temps réel. Parce qu'il va le faire régulièrement à un intervalle fixe. Nous, ici, on est dans du jeu et de la simulation. Alors, naturellement, les histoires de faire des choses une fois par heure ne nous concernent pas. On va faire des choses, effectivement, souvent plusieurs fois par seconde. Alors, ici, comment est-ce qu'on peut faire? Bien, ça nous amène à une autre méthode de travail qu'on a ici dans le document, dans le script log component. Alors, dans ce script-là, si on va regarder un petit peu les éléments qui sont importants, on a une variable temps écoulé. Temps écoulé, évidemment, au départ, elle vaut 0. Bon, ici, ce n'est pas précisé de façon explicite, mais notre langage, on aurait pu mettre égal 0. C'était l'idée de base. Ensuite, à chaque frame, on ajoute à notre compteur du temps écoulé, parce que c'est un compteur, on lui ajoute time.delta_time. Donc, on lui ajoute le temps qui s'est écoulé depuis le dernier frame.
Ici, on a un code qui est fixe, c'est-à-dire qu'il ne nous permettra pas de faire varier nos actions, mais nous visons à faire une action à chaque seconde. Bon. Comment est-ce que je sais que j'ai une seconde d'écoulé? Bien, c'est si mon compteur de temps écoulé, à force de lui ajouter time.delta time, donc à force de lui ajouter l'écart de temps entre deux frames, je vais finir par totaliser une seconde. Alors ici, if temps écoulé plus grand que 1, donc là, j'ai atteint une seconde. Hein, vous savez pourquoi on ne met pas égal, hein? Parce que c'est des floats. On ne peut pas faire une égalité sur des floats. Mais dès que je dépasse le 1, je sais que j'ai au moins une seconde qui s'est écoulée. Et à ce moment-là, je peux faire mon action. Ici, mon action, évidemment, était triviale. C'était juste d'envoyer un message à la console. Mais ici, je pourrais avoir quelque chose de plus complexe, comme par exemple faire une recherche de chemin, vérifier est-ce qu'un ennemi est dans les parages, changer de direction, qu'importe. Quelque chose que je ne veux pas faire à chaque seconde, que je ne veux pas faire à chaque frame, pardon, mais quelque chose que je veux faire quand même régulièrement. Bon, dans un monde idéal, évidemment, ben, le 1 ici serait plutôt un genre de paramètre, hein? Quelque chose qu'on va manipuler au niveau de l'éditeur. Alors donc, une propriété qui serait publique ou quelque chose comme ça. On pourrait le faire comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. À la fin, qu'est-ce que je dois faire? Bien, ici, mon temps écoulé, une fois que l'action est faite, je dois le réinitialiser. Je lui enlève, je ne le mets pas à 0. Je lui enlève 1 qui était ma borne. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme c'est des floats qui ont une imprécision, c'était pas vraiment 1 qui avait dans le temps écoulé, c'était 1,000 quelque chose. Eh bien, le 000 quelque chose, je vais le conserver. Comme ça, la prochaine fois, je vais atteindre 1 encore une fois, mais je repars toujours de quelque chose de plus régulier. Alors, ici, la seule chose qu'on pourrait changer, c'est si je prends ce code-là et que je m'en vais dans Visual Studio un instant. Je vais juste créer un nouveau fichier. Voilà. OK. Alors, ici, ce que j'aurais pu faire, donc, là, je ne suis pas dans un programme, c'est pour ça que mes couleurs ne sont pas correctes. Ce qu'on aurait pu avoir ici, c'est justement la borne qui aurait pu être. Bon, là, je vais reprendre la notation telle que Kyle la mettrait. Mettons public, float, ma borne en tant que telle. Et ici, donc, ça serait quelque chose que je vais régler au niveau de l'éditeur. Ma borne en elle-même, c'est ici. Je vais vérifier qu'elle s'agit. Là, ben, c'est mon action. Qu'importe quelle est mon action, simple ou complexe. Et finalement, temps écoulé, moins égal la borne. Alors, cette façon de procéder va donc nous permettre de dire, sans être obligé de faire les choses à chaque seconde, mais ici, de nous amener à faire les choses régulièrement selon une borne temporelle qui a été définie ici. Des questions, messieurs, dames? Il y a une question à propos de pourquoi faire -1, mais je crois que moins égal Okay. 1. En fait, je pense que tu l'as bien expliqué. Aussi, juste souligner que ça a été montré dans la capsule, puis également dans l'article, il y a un exemple qui explique pourquoi. Donc, Vincent, tu peux le réexpliquer si tu veux, mais sinon, il y a de l'information autour.
je vais quand même juste leur dire, c'est que, regardons, imaginons là, ce que je vais écrire, ça serait l'évolution. Au début, on a par exemple 0 dans notre temps écoulé. Puis là, après ça, on a le temps d'un frame. Alors là, on va rajouter quelque chose, 0,01666. Puis là, on va avoir, et là, ça va évidemment, mais il y a plus de 6 que ça, là. Bon. Et là, après ça, on augmente encore au prochain frame. Là, je suis à 0,033 et et ainsi de suite. Et à un moment donné, je vais arriver à, mettons que ma borne c'était 1, je vais arriver à 1,0000045, mettons. Bien là, le 0,0045, mettons que je vais être un peu moins de 0, excusez-moi. Je vais le mettre comme ça. 0,045. Voilà. Alors, ce 0,045, c'est un espace-temps qui peut finir par devenir significatif. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas perdre cette valeur. Si je remettais à 0, simplement, mon compteur, bien à ce moment-là, je créerais une forme d'irrégularité. Parce que des fois, ça se ferait à 1, des fois, ça se ferait à 1,002, des fois, ça se ferait à une autre valeur. Moi, je veux continuer à avoir régulièrement le plus possible à 1 seconde. Eh bien, à ce moment-là, au lieu de le remettre à 0, je soustrais 1. Ça veut dire que ma borne, la prochaine fois, va démarrer à 0,045. Et ainsi de suite, ce qui va me permettre de mieux régulariser mon écart. Bon, là, je vais être honnête avec vous. Est-ce que ça va toujours être perceptible? La réponse est non. Évidemment, on parle de fractions, mais sur le long terme, c'est une bonne action de le faire comme ça. Tu n'accumules pas les erreurs sinon. Sur le long terme, comme Vincent disait, disons, le jeu roule, je ne sais pas moi, pendant 10 minutes. Puis là, tu as peut-être accumulé 1 minute d'erreur. Et ça peut faire en sorte qu'au lieu d'avoir eu 100 actions, tu en as juste eu 90. Et ça peut complètement changer l'expérience de jeu selon l'importance de l'action. Il y a quelques années, je faisais faire un laboratoire, un exercice, c'était une horloge analogique. Je pense que Kyle a dû la faire dans le temps, il y a longtemps. Et justement, l'horloge analogique montrait bien que si tu remettais à 0, bien, ton horloge n'était pas capable de conserver le temps. Alors, on avait fait un test, on avait laissé rouler une horloge pendant, je pense, 1 heure et quelques, et on voyait qu'il y avait un décalage entre la réalité initiale et le temps qui avait été cumulé. Donc, on ne veut pas cumuler des erreurs comme Kyle l'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le chat semble correct pour l'instant. OK. Alors, écoute, Kyle, je te rends la main. Oui. OK. Alors, merci Vincent pour ce retour-là. Surtout que c'est du contenu que nous n'avons pas eu le temps de voir au dernier cours. Je vais partager mon écran. Et je vais maintenant présenter le TP1. Et je vais le présenter rapidement. Je ne vais pas expliquer chaque notion parce que vous allez lire par vous-même. Mais le but du TP1 est de justement regarder les FPS et comment les FPS vont affecter le jeu. Et également créer des animations qui ne sont pas en conséquence des FPS, mais plutôt du temps réel. Alors, nous allons revenir à la fin du dernier cours. Nous avons écrit des scripts, on faisait des updates et nous regardions ensemble comment utiliser Time.DeltaTime pour avoir des animations fluides qui n'étaient pas en fonction des FPS. Mais ici, par contre, vous avez même créé 2 versions de plusieurs animations. Vous avez créé 3 animations différentes, à vrai dire. Quelque chose qui fait tourner un GameObject, quelque chose qui fait spinner avec une rotation. Vous allez
faire quelque chose avec une translation, puis également une homothétie. Et puis, pour ces 3 transformations-là, vous allez faire une version selon le temps réel, avec time.left.time, comme Vincent disait même plus tôt aujourd'hui, mais également selon les FPS. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de créer un objet Game Manager avec le script ici, qui va vous permettre de changer l'FPS cible. Donc, vous allez faire des tests, vous allez faire un script qui va spinner selon les FPS, par exemple. Regardez l'effet que ça a à 60, regardez l'effet que ça a à 30. Et après ça, vous allez faire une version qui n'est pas en fonction des FPS et voir que peu importe l'FPS cible que vous mettez, vous allez avoir la même vitesse par seconde pour faire une rotation, une translation ou autre transformation de ce genre-là. La mise en situation ici, c'est que vous êtes des nouveaux employés, des nouvelles employés pour une compagnie de jeux vidéo et puis ils ont besoin d'un prototype pour savoir qu'ils sont bien capables de faire les transformations, les animations dans leur environnement 3D. Donc, vous faites une preuve de concept que vous êtes effectivement capable de faire ces transformations-là d'une manière efficace. Et puis, en fait, lorsque quelqu'un commence avec un moteur de jeu, c'est classique de commencer par les transformations et comprendre les FPS et Delta Time, peu importe le moteur. Donc, vous allez pouvoir lire les consignes pour chaque composante. Comme que je disais, vous allez avoir 2 versions de la même composante. Un selon les FPS, un selon le temps réel. Ici, je vous donne des tests à faire. C'est important de faire les tests pour pouvoir valider votre propre comportement. Encore une fois, lisez bien les énoncés parce que ça donne des exemples de comment faire et ça précise les comportements attendus. Je donne des chiffres, comme ça vous allez pouvoir comparer vos scripts et vos comportements de script avec ces chiffres-là. Faites des tests de l'énoncé également. À quelques endroits, j'écris le nombre de lignes de code, justement pour vous donner comme un indice d'un résultat ou d'un code optimisé. Par exemple, ici, je dis que moi, j'ai réussi à le faire, nous l'avons fait, moi et Vincent, en 9 lignes, dans Update, avec un seul if. Et je vous dis d'essayer de trouver une solution semblable une fois que vous avez trouvé votre solution un petit peu brute ou naïf, disons. Comme par exemple, ici, vous devez créer un script qui va transformer un objet en modifiant l'homothétie ou avec un coefficient d'homothétie. Et puis, l'objet va croître et à ça revenir sans dépasser un maximum de croissance donné en paramètres. Souvent, les étudiants ils commencent avec comme 4, même 6 if, puis à la fin, ils sont capables de réduire ça à un if. Mais justement, ça, c'est comme c'est pas nécessaire d'avoir juste un if, mais c'est quelque chose à viser si vous avez le temps. Ici également, j'ai une autre composante qui fait un déplacement sinusoïdal. Et à la toute fin, j'ai des démos. Donc ça, c'est une démo d'une version du Spin Component. En fait, ici, les démos, j'en ai juste mis 3. Vous avez 6 scripts à faire, 2 par sorte de transformation. Moi, je mets les versions ici selon le temps réel. Juste pour être précis. J'ai oublié de l'écrire, mais ça, c'est les versions selon le temps réel. Ici, la chose qui change le mot TC. Et puis finalement, le déplacement en vague à l'aide d'une fonction sinus. Et puis en fait, comme dernier exercice, pour vraiment valider que tout fonctionne, je ne l'ai pas écrit dans l'énoncé, mais ce serait important de le faire, ce serait de juste créer un GameObject qui contient les trois composantes, les 3 sortes de transformations, les combiner ensemble, puis voir si ça donne le résultat attendu. Souvent, lorsqu'un étudiant va mélanger le déplacement en vague plus le spin,
il réalise que le déplacement en vague ne fonctionne pas tel que prévu. Ce serait important de juste gosser, de niaiser avec les composantes, de les combiner ensemble, de mettre des valeurs un peu aléatoires et voir si votre hypothèse tient encore. La remise, c'est le 30 septembre, donc nous vous donnons une semaine pour faire ça. Dans la boîte de remise sur Colnet, comme d'habitude, ça c'est bon pour les 3 groupes. Et puis, pour la soumission de projet Unity, c'est comme les projets de 201-202, donc vous allez faire un fichier compressé qui contient le dossier au complet dans un point zip. Mais ici, vous devez ne pas inclure un dossier qui s'appelle Library. Si vous ouvrez votre projet Unity, vous allez voir qu'un dossier Library. Avant la soumission, vous pouvez le supprimer. Après ça, compresser votre dossier et finalement nous l'envoyer. Si vous n'êtes pas certain ou certaine que vous avez bien fait une soumission, ben, soumettez quand même une première version. Dites-nous que vous voulez qu'on regarde. On va regarder si tout est fonctionnel. Puis, si c'est bon, on va vous le dire. Puis, si c'est incorrect, on va vous demander de faire une nouvelle soumission. Puis, il n'y aura pas de problème. Tant que vous n'attendez pas le 30 septembre à minuit pour ce faire. Et ici, je n'ai pas indiqué parce qu'on n'en a pas parlé, mais Vincent, on peut leur permettre de faire ça en équipe de 2? Oui. En fait, tout le monde, le cours de 203 vous prépare à l'épreuve synthèse de programme de plusieurs façons. C'est sûr qu'il y a de la matière qu'on voit, l'utilisation de Unity, mais également l'épreuve synthèse de programme à la prochaine session, c'est un projet d'équipe. Il est donc temps d'apprendre à travailler en équipe. Alors, nous vous suggérons de vous trouver un coéquipier pour chacun des TP et de trouver quelqu'un avec qui vous allez être à l'aise de travailler. Vous avez le droit de changer de coéquipier à chaque TP. Mais effectivement, on souhaite vous voir en équipe le plus possible. Okay? Alors, ça devrait donc ne pas être en équipe, ça devrait être anormal. Et si vous n'y êtes pas, si vous n'avez pas de coéquipier, il faut nous contacter. On va essayer de vous en trouver un. Parfait. Donc, si je n'oublie pas, je vais même ajouter cette consigne à l'énoncé du TP1. Ici, bon, ça trigonométrique. Je crois que j'ai fait le tour. Si je continue, je ferai juste lire pour vous autres et je vais vous garder ce joie-là, cette tâche. J'ai peut-être un truc à rajouter, Kyle. Oui, vas-y. Pourrais-tu revenir au début de ton TP dans l'objet Game Manager? Oui. En fait, il y a 2 choses. Oui. À propos des vecteurs 3, bon, il y a une notion qu'on voit normalement en 3e session qui s'appelle la surcharge des opérateurs. C'est une notion de programmation orientée objet qu'on retrouve dans de nombreux langages orientés objet qui permet d'effectuer des opérations sur des structures complexes, comme un vecteur, par exemple, en utilisant des symboliques propres aux opérations arithmétiques, par exemple, ou aux opérations relationnelles. Bon. Alors, je vais juste le partager brièvement, Kyle. Oui, vas-y. Je vais aller sur le site Moodle, justement. Mon site Moodle. Je l'ai. Voilà. Bon, on y arrive. Et je vais partager. Bon. Alors, voilà. Alors, si vous regardez dans le partage, il y a, je vais me mettre un rôle d'étudiant pour que vous puissiez voir, en fait, pour vous montrer la même chose que vous allez voir. Dans les documents théoriques, dans la section sur les documents théoriques, c'est un site auquel tous les étudiants ont accès. Alors, vous avez un document qui s'appelle 420-203, surcharge des opérateurs automne 2020. C'est donc un document qui fait le tour de ce qu'est la surcharge des opérateurs, c'est quoi les règles, comment ça fonctionne, comment écrire une surcharge d'opérateurs. Parce que là, pour l'instant, vous allez utiliser la surcharge d'opérateurs du vecteur 3, mais vous pourriez être amené dans un autre lab à créer une surcharge d'opérateurs. Donc, honnêtement, là, toute personne qui
qui veut aller en informatique, en génie logiciel, génie informatique, qui veut œuvrer en programmation, devrait lire ce document-là. Ça serait quelque chose de très important. Bon, ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais revenir au TP. Brièvement, Kyle a mis des exemples de code qui est à l'intérieur des instructions qu'on n'a pas nécessairement expliquées. Bon, ça serait intéressant que vous preniez l'habitude, il y a quelque chose qui vous intrigue, allez dans l'aide de Unity. Allez dans Google, tapez par exemple Quality Settings. C'est quoi ça? C'est quoi ça le vSync Count? Qu'est-ce que ça fait sur Terre, ça? Bien là, évidemment, faut pas que quand vous lisez du code, que dans votre tête, il y a des choses qui ne soient pas claires. Il n'y a pas de formule magique là-dedans, ce n'est pas de la magie, c'est de l'informatique. Chaque instruction a un rôle, une fonction. Donc, c'est important que vous preniez l'habitude de lire. Simplement, vous dire que cette session, déjà, on va vous montrer beaucoup de choses, mais on ne peut vous montrer qu'une toute petite partie du moteur Unity. Vous aurez beaucoup de recherches à faire. Et surtout, pour le prochain cours en 204, là, carrément, vous devrez aller implanter des notions d'Unity que nous n'aurons jamais vues en classe. Alors, donc, c'est important d'apprendre à chercher, d'apprendre à fouiller. Bon, mais Kyle, moi, j'ai fini ce que j'avais, mes petits messages. Parfait. Et oui, juste pour corroborer ce que Vincent a dit, la partie autodidacte, la discipline en informatique, et même dans toutes les sciences, je veux dire, mais surtout en informatique, ça va être vraiment important déjà en 204. Parce que vous allez devoir, comme Vincent disait, implanter vos propres fonctionnalités. Et c'est certain que nous ne pouvons pas vous montrer toutes ces fonctionnalités-là en une session, surtout pas une session en ligne. Alors, ça va être à vous autres de trouver votre meilleur ami Google, faire des recherches en français. Et vous n'avez pas des cours d'anglais non plus pour rien. Donc, exactement, même utiliser en anglais parce que la majorité de la documentation est en anglais. Absolument. Donc, soyez créatifs dans vos recherches et essayez de tester plein de choses. Vous allez souvent échouer, je vais être honnête avec vous autres, mais ça fait partie de l'informatique. Le chemin du succès en informatique, c'est d'échouer plein de fois. C'est comme un anime. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, Vincent. On va sur Discord? Oui, nous allons aller sur Discord pour aider les étudiants qui travaillent sur le TP1 et également pour aider les gens qui ont des problèmes avec Visual Studio, encore une fois. Bon, alors à tout à l'heure tout le monde. Parfait. Salut tout le monde.